La logique du fantasme, tel est le nom du séminaire 14 établi par Jacques-Alain Miller, qui sera l'objet de notre émission aujourd'hui. Studio Lacan a déjà abordé ce séminaire au moment de sa sortie en janvier 2023 dans une chronique d'Éric Laurent qui présentait le séminaire dans son ensemble. Aujourd'hui, dans 3 divans dans le monde, nous aborderons de façon succincte 3 points du séminaire afin de donner un avant-goût à ceux qui ne l'ont pas encore ouvert. Le cogito cartésien, l'acte sexuel en tant qu'il n'y en a pas, et, pour terminer, l'art du vendeur. Cette émission se déroule dans un moment où nous célébrons la parution d'un autre séminaire de Lacan, le séminaire 15 sur l'acte psychanalytique. Vous verrez qu'on trouve dans le séminaire 14 sur la logique du fantasme des éléments qui anticipent cette question de l'acte analytique. Jingle de transition et c'est parti. Notre premier invité est Jean-Claude Ancalado, philosophe et psychanalyste à Bruxelles, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Jean-Claude, vous avez choisi de nous parler du cogito cartésien. Alors, comment Lacan introduit le fameux cogito dans le séminaire sur le fantasme? Oui, Lacan dit dans ce séminaire qu'avec Descartes, nous assistons à l'instauration du « je », qui se substitue à l'ancienne relation métaphysique grecque de la pensée et de l'être. Et il ajoute que cette substitution produit le sujet cartésien, le sujet de la science, vidé et des pensées et de l'être, un pur jeu sans aucune substance. De quelle manière arrive-t-il à cette substitution? Eh bien, assez tôt en fait. En 1619-1620, Descartes fait 3 songes, dont 2 assez angoissants, horribles. Ce sont des songes qui sont regroupés sous le titre de Olympica. Il rêve de fantômes, il est épouvanté, il marche difficilement et cherche une retraite où se réfugier. Il voit des personnes qui étaient droits, fermes sur leurs pieds, alors que lui est tout courbé, se réveille sur cette imagination, ressent une douleur dans le corps qui lui fait craindre que ce ne soit l'opération de quelque mauvais génie. Ça ressemble à un cauchemar plus qu'un songe. Tout à fait, vraiment un cauchemar. Et du coup, il se met à prier Dieu. Et il demande d'être garanti du mauvais effet de son songe, d'être préservé de tous les malheurs qui pourraient le menacer en punition de ses péchés, qu'il reconnaît pouvoir lui être reprochés, et attirer les foudres du ciel sur sa tête. Descartes se sent coupable. Tout à fait. Ensuite, il fait un second songe et il pense au bien et aux maux de ce monde. Il croit entendre un bruit de tonnerre, se réveille et recourt à des raisons prises de la philosophie, qui dissipent sa frayeur et alors il se rendort. Mais des rêves effrayants. Oui. 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 Et alors il fait un 3e songe qui n'eut rien de terrible, mais donc terrible est le mot important là. Il fait un 3e songe qui n'eut rien de terrible, comme les 2 premiers. Il voit un recueil de poésie et il tombe sur un vers d'Ozone qui pose la question « Quel chemin suivrai-je en la vie ?» Il voit aussi un dictionnaire qu'il interprète comme un recueil de toutes les sciences rassemblées et puis il se réveille. Ces songes font événement, ils produisent un avant et un après? Tout à fait, c'est ça qu'il faut voir. Effectivement, après ces songes, il pose un acte. Il va rejeter tout ce qui est susceptible d'erreur, de doute et d'incertitude. Et il va ensuite se consacrer à ce qui est clair
évident, sûr et certain. L'algèbre, dans un premier temps c'est l'arithmétique, le calcul et la géométrie, ce qui se mesure. Et par conséquent, il rejettera la logique aristotélicienne, la disputatio scolastique, la rhétorique et tout ce que ses maîtres lui ont enseigné. Le cogito, retenons ça, c'est fondamentalement une activité de pensée qui rejette. Et Oui. Donc c'est ça le cogito cartésien. pas tout à fait, justement. Cette activité purement forcluante, parce que le terme de rejet, Lacan le reprend dans ce séminaire en disant c'est une Verwerfung, c'est une forclusion. Et donc, cette activité purement forcluante du cogito, ce n'est pas encore le cogito suivi de sa conclusion, donc je suis, ergo sum. Or, justement, ce qui intéresse Lacan, ce n'est pas seulement l'avènement du discours de la science, l'articulation de la mathématique avec ce qui, de la nature, est mathématisable. Ce que Lacan repère dans Descartes, c'est l'instauration du sujet, le sujet qui convient au discours scientifique. Mais alors, comment l'activité de la pensée devient chez Descartes le « je suis » d'un sujet? Oui. Eh bien, pour le construire, Lacan recourt à la fiction d'un autre, la fiction du malingénie. Et Lacan mettra l'accent là-dessus dans son séminaire. Il ne s'agit pas seulement de rejeter tout ce qui est susceptible de doute et d'incertitude, il s'agit de savoir comment établir un savoir certain. Il va rejeter ce qui vient des sens, car les sens sont trompeurs. Il va rejeter ce qui vient de l'imagination, en ce qu'elle crée des êtres irréels. Oui, mais ça ne garantit pas d'un savoir certain. Tout à Comment fait. va-t-il accéder à un point de certitude? Oui. Eh bien, va-t-il s'appuyer sur ce qui était certain, par exemple, les mathématiques, la raison, l'entendement? Mais qui me dit que, là encore, Dieu, bien que bon et tout-puissant, ne me laisse ma liberté de me tromper, voire qu'il y a un malingénie qui emploie toute son industrie à me tromper. Et donc vous voyez comment il introduit l'autre là. Mais justement, il pourra me tromper tant qu'il voudra, il ne pourra pas faire que je ne sois pas tant qu'il me trompe. Et alors vous avez cette déduction. Donc là, je suis. Donc, autrement dit, chez Descartes, le je s'isole comme ce sur quoi l'autre n'a pas de prise. Et Lacan, alors Alors, c'est ce qui intéresse Lacan, là. C'est justement ce « je suis » qui se constitue via l'autre. Et ensuite, il pose, c'est fondamental, que le pas freudien, ce sont ces termes, entre guillemets donc, hein, le pas freudien répond au pas cartésien. Lacan construit le sujet freudien en niant le je pense, donc je suis, le je pense et je suis. On nie le je pense et je suis, qui donne alors le ou je ne pense pas, ou je ne suis pas. À partir desquels, justement, il parvient alors à articuler, à partir de je ne suis pas, l'inconscient, le manque, la castration, et à partir de je ne pense pas, le ça, la pulsion et l'objet, qui sont les deux éléments qui vont mener justement à l'articulation du sexuel et à l'autre sexe. Donc quand tu dis le pas de Freud, le pas de Lacan, en fait ce que tu dis c'est qu'il y a un acte de Freud et un acte de Lacan, un acte dans la civilisation, quelque chose de ça. Oui, tout à fait. Hein. Donc, l'acte de Freud, donc l'invention du discours analytique, répond à l'acte cartésien de l'invention du discours de la science, et plus précisément à l'invention du sujet de la science, un jeu vidé de pensée et d'être, à partir duquel on nie, et se déduit alors l'inconscient et le ça. Si on revient sur le séminaire, sur la logique du fantasme, peut-on dire qu'il est structuré à partir d'un cogito inversé? Ah oui. Oui, c'est ça. C'est effectivement ça. Hein. Donc, Lacan va s'appuyer sur les formules de De Morgan et inverse le cogito. Donc là où je pense et je suis, il va nier ça, et cette conjonction devient l'union des propositions niées. Effectivement, c'est le cogito inversé. Alors ce que je trouve intéressant, donc vous parlez d'acte, et cet acte, en tout cas c'est l'acte de Descartes, vient après 3 rêves.
Oui. Comment est-ce que vous comprenez ce lien entre... Comment est-ce qu'un rêve conduit à faire un acte? Eh bien, c'est pas simplement des rêves, ce sont des cauchemars, où il y a de l'angoisse, où il y a de la culpabilité. Et donc on voit qu'il est dans l'incertitude, dans l'égarement même, hein, et pose un acte. Et l'acte, c'est trouver ce point de certitude. Et il le trouve dans... Donc l'acte est précédé d'une angoisse. Angoisse, acte, et Lacan dira même allégresse de Descartes, parce qu'à un certain moment, il peut dire, dans le texte qui suit, donc les règles pour la direction de l'esprit, dire « ego sum, je suis, ergo Deus est », donc Dieu est. Et il a une relation à Dieu qui fait dire à Lacan, vraiment, il est vraiment à l'aise avec cet autre divin. Effectivement, quoi. Mais c'est un autre divin qui l'a réduit. Dieu, c'est quoi? Un pur entendement. Donc pas du tout le Dieu de Blaise Pascal, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui charge le croyant d'une mission, pas du tout. Descartes a réduit Dieu à un géomètre. C'est l'esprit de géométrie contre l'esprit de finesse. Et donc, c'est l'acte qui l'arrache de cette angoisse, angoisse cauchemardesque, qui le conduit à poser, donc... Oui, c'est ça. Hein. Donc, un point de certitude, et ce point de certitude, alors, ça c'est du côté de la science, l'algèbre et la géométrie, et du côté du sujet, un sujet qui est vidé même de ses cogitationnesses, de ses pensées, et Lacan parle du cogito comme d'un déchet, mais qui a vidé son être aussi, et parle de l'être comme d'un détritus, déchet des pensées, détritus de l'être. Ça, c'est la formule soit je ne suis pas, soit je ne pense pas, soit je ne suis pas. Oui, qui articule les deux. Qui articule les deux. La formule de Lacan. La formule de Lacan, oui. Et montre les conséquences du discours de la science comme produisant des détritus. Bon, très bien. Bien. Bon, c'était donc notre deux points. On va passer premier point, pardon. On va passer au deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui dans un deuxième divan dans le monde. Un jingle. Donc, Dalila Arpin, vous êtes psychanalyste, membre de l'école Lacan freudienne, membre de l'Association mondiale de psychanalyse, et vous allez nous parler de quoi? Dites-nous. Alors, je vais vous parler de l'acte sexuel qu'il n'y a pas. Et parce que déjà, à la parution de ces séminaires dans Libération, Jacques-Alain Miller expliquait que si on veut apprendre ce qu'est la logique du fantasme dans ces séminaires, on ne l'apprendra pas. Que Lacan essaye plutôt d'élaborer autour de l'acte sexuel, en passant par le nombre d'or, mais il devra se rendre à l'évidence que d'actes sexuels, il n'y en a pas. Et donc, c'est-à-dire que la clé est à la fin de ces séminaires, où Lacan va expliquer qu'il y a toujours une distance entre le névrosé et la chambre à coucher. Que finalement, tout ce qui se passe de névrotique se passe ou dans les cabinets de toilette ou dans l'antichambre. Quelles sont donc les stratégies des névrosés? Par exemple, le phobique va essayer de rester dans l'armoire à vêtements ou dans la cuisine ou dans les couloirs. L'obsessionnel dans les chiottes, l'hystérique. Ou dans son travail, l'obsessionnel dans ses productions. Il va être dans ses productions. Exactement. Oui. Et l'hystérique dans le parloir. Alors, avec ces métaphores, Lacan explique la difficulté que le névrosé a pour arriver à la rencontre avec l'autre sexe. Et le phobique qui a du mal à s'exposer, l'obsessionnel qui va être dans ses ruminations mentales et qui va finir emmerdé finalement par tout ça sans pouvoir y arriver, l'hystérique qui va préférer raconter à ses copines ses exploits au lieu de les vivre vraiment. Et pourquoi veut-on finalement éviter tellement d'arriver jusqu'à la chambre à coucher ? Alors, malgré les apparences, le désir est quelque chose de très angoissant pour l'être humain. À partir du moment où nous sommes traversés par le langage, le rapport à la satisfaction est très compliqué. Donc, à la fois on la cherche et à la fois on l'évite. C'est la définition même
de l'inconscient. Ce qui va faire que le névrosé essaye de ne pas arriver à la chambre à coucher, parce que la représentation qu'il a de la satisfaction, c'est l'homéostase freudienne, voire la mort. Alors il faut maintenir la flamme, et pour ça, il va parfois se protéger avec des symptômes, se protéger de la satisfaction. Par exemple, quelqu'un peut avoir un symptôme sexuel pour ne pas devenir un don Juan qui mettrait à mal son mariage. Alors là, on parle de nouveau, quand on parle d'actes sexuels, on parle de nouveau d'actes, comme on a déjà abordé dans le divan précédent avec Jean-Claude Ancalado. Qu'est-ce qu'un acte pour la psychanalyse? Alors pour la psychanalyse, un acte n'est pas une action. Un acte, c'est quelque chose qui marque un avant et un après. L'exemple paradigmatique, c'est le franchissement du Rubicon, qui a changé les cours de l'histoire à Rome, même si c'est une petite rivière. C'est un acte plutôt symbolique, et si on parle d'acte sexuel, il devrait inscrire l'homme et la femme en tant que tels. Alors, il n'y a rien de ça. Oui, donc vous soulignez que un acte, c'est quelque chose par rapport auquel il y a un avant et un après. Exactement, parce que l'acte est quelque chose qui devrait définir symboliquement les partenaires. Alors que ça voudrait dire que s'il définit l'homme et la femme, ou quel que soit le sexe des partenaires, il ferait exister le rapport sexuel. Alors nous savons que ça ne peut pas s'écrire. Donc c'est une opération signifiante. Surtout, voilà. C'est surtout une opération signifiante. C'est ça. Et Dalila, c'est donc une perspective plutôt pessimiste? Plutôt lucide, parce qu'une fois qu'on a constaté qu'il n'y a pas d'acte sexuel, alors chacun peut trouver sa propre façon de se relier à la sexualité, qui est quelque chose qui existe bel et bien. Bon, très Et bien. à quoi aboutit l'exploration de Lacan dans ce séminaire? Alors, il aboutit à l'idée qu'il y a une seule chambre à coucher où on arrive vraiment, mais parce que l'acte est fort clos, c'est-à-dire c'est une chambre où on va arriver pour que rien ne se passe de tel, c'est là où on va s'allonger pour parler de tout ça, c'est le cabinet de l'analyste. Et donc, d'une certaine façon, il va nous introduire cette dernière leçon du séminaire 14 et l'antichambre du séminaire suivant, où il va vraiment développer l'acte en tant que tel, l'acte psychanalytique, et comme quelque chose qui fonde un sujet et qui relève d'une opération signifiante. Alors on peut dire que la distinction entre l'acte analytique et l'acte sexuel tel que vous en parlez ici, c'est que dans l'acte analytique, l'objet n'est pas consommé, alors que dans l'acte sexuel, il est consommé. C'est ce que vous dites, on arrive, on se couche sur le divan, tout permet de consommer, et pourtant on ne consomme pas. C'est ça, mais c'est une différence importante en effet, mais ce n'est pas la seule, parce que l'acte sexuel est plutôt une action, et quelque chose qu'on fait. Alors que l'acte analytique est un acte symbolique, c'est presque de l'ordre du performatif. Et Lacan va dire, par exemple, l'acte de commencer une analyse, l'acte de la finir, ou bien l'acte de naissance de la psychanalyse, qui marque un avant et un après. Est-ce qu'on peut dire que l'acte sexuel va plutôt dans le sens de la répétition, alors que l'acte analytique est une scansion, une coupure, une oui, exactement. marque, un point d'arrêt quand même? Oui, parce que l'acte sexuel, il faut le reproduire pour le faire exister d'une certaine façon, mais dans l'action, alors que l'acte analytique, une fois qu'il est posé, il marque quelque chose pour le sujet. Par exemple, le fameux exemple de Lacan, là, du séminaire 3, celui de l'énoncé « Tu es ma femme ». Exactement. Tu es ma femme, enfin, ça a des résonances, ça a toutes sortes de résonances, mais si on prend la phrase « Tu es ma femme », c'est un énoncé performatif. À ce moment-là, le sujet n'est plus avant comme après, dans le sens où le sujet qui le dit devient l'homme de la femme et la femme devient la femme de l'homme. Enfin. Exactement. C'est pour ça que c'est effectivement performatif et que là qu'on va dire acte analytique est un couple de mots qui n'a pas été utilisé avant. Que je fonde, c'est aussi dans la première leçon du séminaire l'acte analytique, il fonde cette nouveauté. Il introduit le fait qu'avec ce syntagme, on invente aussi quelque chose, on passe à autre chose. Oui, on voit bien le prolongement du séminaire 14 sur le fantasme, là, dans l'acte analytique, le séminaire 15 qui vient de paraître. C'est ça.
Dalila, une question, parce que on dit beaucoup de choses en ce moment, actuellement, sur la sexualité, et puis malgré les années écoulées depuis la découverte freudienne et la soi-disant libération sexuelle qui est passée par là, un problème paraît rester là intact. L'inconscient fait toujours de la sexualité un péché. Comment expliquer ça à la lumière de ce que dit Lacan dans ce séminaire précisément? Effectivement, on pourrait penser que la psychanalyse est moins d'actualité après que la soi-disant libération sexuelle est passée par là, mais à partir du moment où c'est l'inconscient qui crée la sexualité comme un péché, c'est parce que c'est là où il y a tous les interdits, tous les « il ne faut pas », ou « pas comme ci », ou « pas comme ça », ou « pas maintenant ». Donc, c'est pour ça que on peut dire que la psychanalyse arrive à expliquer qu'il ne s'agit pas de l'époque, que c'est quelque chose qui est déjà dans l'inconscient. Lacan va donner un exemple avec une anecdote assez claire. Il dit que quelqu'un a entendu parler un curé du péché. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était contre. Il dit, bon, l'inconscient aussi, il est contre, à la différence que c'est l'inconscient qui crée lui-même le péché. Alors, quelle est la différence quand même entre le moment où tout ça est sous la barre et le moment actuel où la sexualité est sur la scène? La différence, c'est qu'on peut vraiment s'interroger si c'est une libération, si on se libère de quelque chose, ou on tombe plutôt dans une injonction à jouir. Et que, puisque, voilà, c'est pas interdit, on devrait y aller. Mais est-ce qu'on se libère de quelque chose, ou on est en train de suivre un autre type de mandat? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les jeunes adolescents aujourd'hui, cette sorte d'injonction à y aller. C'est ça. Oui, il y a aussi une autre actualité, je trouve, dans ce séminaire, où Lacan explore comme ça qu'est-ce qui fait qu'on se sent homme, qu'est-ce qui fait qu'on se sent homme, qu'on se sent femme, qu'on est assuré d'être un homme, qu'on est assuré d'être une femme. Il questionne comme ça. Et alors, il cherche les réponses, les réponses dans la biologie, dans la physiologie, dans l'intersubjectivité. Tu es ma femme, il dit, mais au fond, ça ne répond pas quand même à ce que c'est qu'une femme, à ce que c'est qu'un homme. Il fait le tour comme ça de toutes ces questions-là. Il pose aussi la question de la relation sexuelle, qui là aussi est une impasse. Finalement, pour dire, il n'y a pas d'acte parce que ça ne change pas le sujet, ça n'écrit pas un rapport entre les hommes et les femmes. Quelque chose comme ça. Oui. Et on pressent et on comprend mieux en lisant tous ces chapitres et toutes les questions et les impasses qu'il montre qu'il va vers, puisqu'il y a quelque chose qui ne s'écrit pas, vers la formulation de la sexuation. C'est-à-dire qu'il passe de l'acte sexuel à la question de la sexuation, de la formulation. Voilà, Oui, effectivement, tout dépend du rapport que le sujet a à la sexualité et à la sexuation, qui est la position subjective qu'on prend par rapport à la sexualité. Nous constatons tous les jours dans les sujets que nous recevons que quand ils essayent d'être hommes ou femmes selon ce qu'ils ont vécu ou selon ce que le discours familial a dit, ça ne marche pas. Que finalement, à chacun doit inventer sa propre façon d'être homme ou femme. C'est par là que vous êtes commencé, votre chronique, à dire ça, qu'au fond, il n'y a pas de logique lorsqu'il s'agit du sexuel, et que malgré la logique du fantasme, cette recherche de Lacan pour trouver une formule possible, il arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de formule possible quand il s'agit du sexuel. Ce n'est que 5 ans après c'est la formule, il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas d'acte sexuel, là. Il n'y a pas d'acte ici, mais qui devient après, il n'y a pas de rapport. Après, et les formules de la sexuation du... Oui. La seule formule, c'est qu'il n'y a pas de formule et que chacun doit trouver sa propre façon de faire. Oui. Et cette propre façon de faire, ça s'appelle le fantasme. Le fantasme de chacun, et comment chacun va se débrouiller avec ça, peut-être aidé par une analyse pour trouver sa voie singulière. Formidable. Bon. Bien. On passe au divan suivant. Très bien. Le divan... Alors, pour clore notre conversation d'aujourd'hui, nous allons entendre Catherine Lacaze-Paul,
Catherine, vous êtes psychanalyste à Bordeaux, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Vous allez nous parler de l'art du vendeur. Mais oui, et toujours dans cette dernière leçon, on entend une accélération comme ça pour Lacan. Il évoque brusquement un apologue de son cru, qu'il appelle l'art du vendeur. C'est l'art de l'offre dans son dessein de créer une demande. Pour le dire autrement, avec de l'offre, on crée la demande et c'est pas l'inverse. Alors, mais comment s'y prend-il ? Alors, il décrit la condition du vendeur ainsi. Il s'agit de faire désirer à quelqu'un un objet dont il n'a aucun besoin pour pousser à le demander. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on pousse à la consommation? Il faut ruser. Et Lacan donne deux façons, mais il dit qu'il y en a d'autres, pour le vendeur de le faire. Alors la première, il va mettre le sujet, l'acheteur potentiel, en confrontation avec son semblable. Il fait entendre que ça va lui manquer, que l'autre possède déjà ce que le sujet n'a pas encore, qu'il en ressentira plus ou moins crûment le manque, que celui-ci possède, que celui qui possède l'objet a barre sur l'autre, qu'il a un peu au-dessus de l'autre. En fait, le vendeur fait vibrer le manque imaginaire propre à la mise en concurrence de la petite différence de celui qui a face à celui qui manque. Et la deuxième façon? Alors là, dans la deuxième façon, c'est un rapport au sujet lui-même, disons, à son idéal du moi. Là, le vendeur va titiller le narcissisme de l'acheteur en lui faisant miroiter le signe extérieur à donner à sa vie. L'objet à acheter, l'objet de convoitise, se présente comme un complément de l'image de soi. Le décor de vie s'enrichit d'objets à acquérir, parce que manquant au tableau. Le simple fait, dit Lacan, le simple fait de présenter l'évocation même de l'objet décomplète l'image qui devient marquée d'un manque. Mais quel est le mécanisme en jeu? Auriez-vous des exemples? Le mécanisme, c'est l'incidence du désir de l'autre, qui pousse à acheter. Le bon vendeur, c'est celui qui attrape, dans le discours ambiant, dans la mode, dans ce qui se fait pas, se fait plus, ce qui se fait. Et là, il doit saisir, le bon vendeur, l'agalma particulier de son client. Il faut savoir à qui il a affaire. Et là, le vendeur capte dans le désir du client ce qui est pour lui, par exemple, l'objet qui compte, sa valeur, le précieux, l'ultra-luxe. Là, tu nous expliques ce que c'est l'agalma, parce que c'est pas sûr que tous nos auditeurs savent ce que c'est l'agalma. Ce que l'on désire. Hein? Disons ça comme ça, d'accord. On va le dire comme ça. Ce qu'on désire, ce qui apparaît précieux, comme qui est précieux. J'ai parlé d'objets de convoitise. Hein? Donc, une des versions possibles, c'est l'ultra-luxe, la dernière technologie. C'est exceptionnel, c'est très cher, il le faut. À l'opposé, on peut trouver, au contraire, un objet tout simple, pas cher, recyclé, seconde main, ça se fait beaucoup. Ça coûte 3 fois rien, et alors là, impossible de louper ça. Et qu'est-ce qui fait qui pousse à acheter alors qu'on n'en a pas besoin? Alors Lacan, il donne une réponse très, très forte. Il va se servir d'une équivoque. Je le cite. « En somme, dit Lacan, c'est par le désir de l'autre que tout objet est présenté quand il s'agit de l'acheter. 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 » Il le dit, écrit 3 fois, et on entend l'accointance sonore entre l'achat et la lâcheté. Toute satisfaction du désir sur le versant de l'objet, dit de consommation, conduit justement à faire du sujet un consommateur qui se consume et qui s'efface dans l'achat lui-même. Cette malversation, c'est le mot de Lacan, trompe le désir avec un objet de consommation. C'est un tour de passe-passe avec l'objet qu'offre la consommation à tout crin. Et ça ne fait que ramener le sujet toujours à sa culpabilité, sa lâcheté. Car il a troqué son désir contre un objet de jouissance en toc, sans aucun rapport avec son besoin ni son désir. Et alors, quels effets? C'est très fort. Lacan, il se met à tutoyer le lecteur et il dit ceci. L'effet, donc, ça aura pour résultat principal, tu le sais très bien,
de te pousser toujours plus dans le sens de te racheter de ta lâcheté. Alors cela fait écho à bien des embarras que nous rencontrons aujourd'hui. Bah oui, c'est sans doute beaucoup plus lisible qu'en 1966. Aujourd'hui, la mondialisation du discours capitaliste, la consommation sans frein des objets de la science, nos addictions, et puis les abus qui consomment aujourd'hui et qui consument la nature. Et donc, en ça, ce séminaire préfigure la montée au zénith de l'objet A, appelé comme tel par Lacan, et on y entend la valeur et le poids de la jouissance qui est à la fois dans l'objet et dans le corps. Et alors bon, on a dans les deux chroniques précédentes, dans les deux divans précédents, on a chaque fois fait le lien avec l'acte analytique. Ici, qu'est-ce qui serait le lien entre l'art du vendeur et l'art du psychanalyste? Alors, plus que d'art, on va évidemment parler d'actes, mais effectivement, Lacan avance cet apologue à la fois pour parler du discours capitaliste, mais aussi pour parler de l'offre que le psychanalyste fait à l'analysant. On vient en analyse pour savoir quelque chose, savoir pourquoi ça ne va pas. Et donc, par son apologue, Lacan montre la captivation du désir dans le désir de l'autre. Et qu'au fond, dans la cure, l'analyste est censé occuper la place de semblant de l'objet A, l'objet cause du désir de l'analysant, et en cela, il crée la demande du sujet. Il soutient cette demande de savoir tout aussi bien. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'à partir de là, il y a cette formule un peu énigmatique, mais qu'on peut un peu saisir, c'est que l'analyste crée de l'objet A, c'est ce qui est produit par l'analyse, il crée de l'objet A avec de l'objet A, puisqu'il se met en semblant de cause du désir pour l'analysant. Et donc, plus qu'un art, c'est un acte que l'analyste va devoir poser, un acte et des actes d'interprétation, pour obtenir cette mutation, ce changement du sujet et provoquer cet avant et après l'analyse. Alors, oui, ça désencombre. Oui, non, je pensais parce que en vous écoutant, on sent bien que Lacan est là en train de tracer toute cette économie libidinale, là, toute cette circulation de jouissance, de mode de jouir. Au fond, il faut saisir le mode de jouir de l'autre pour pouvoir s'offrir en tant qu'objet. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Et bien que l'art et l'acte de l'analyste, c'est effectivement de capter quelque chose du désir, alors dans ce qui se dit et dans ce qui s'entend de l'analysant, et de se repérer à ce qui émerge du dire de l'analysant comme étant son désir et son mode de jouissance, dont on a dit que il était pris, ce mode de jouissance, dans une petite phrase du fantasme, qui produit la jouissance et soutient le désir du sujet. Alors, je vais vous poser une question qui était un petit peu provocative, vous êtes prévenu. Donc, Bien. Il me semblerait que Lacan critique ici l'objet du désir, surtout, il critique le troc de l'objet du désir par l'objet de la jouissance. Alors, est-ce que la psychanalyse est une pratique d'ascèse? Est-ce qu'on peut comparer le psychanalyste à un moine? Alors, Lacan, il le comparait à un saint, qui n'est pas le moine. Ouais. Déjà pour répondre. Alors, il donne dans ce chapitre des réponses multiples, mais d'abord, il dit que ce qui se satisfait, c'est la demande. Mais le désir, non. Le désir, ils ont toujours un désir de désir. Ça, c'est déjà une façon de répondre. Ensuite, si la psychanalyse n'est pas une pratique de morale, de sagesse, c'est une éthique. Et donc, c'est plutôt une éthique des conséquences. Donc c'est plutôt amener le sujet à prendre la mesure de la conséquence de son mode de jouir,
pour répondre. Ce n'est pas une interdiction, une limitation, c'est une position éthique par rapport à ça. Et l'analyse amène à prendre position. Moi, j'entends la question de Gil comme est-ce que en analyse, on pousse les gens à la sublimation, au fond? Non, le côté On peut le poser moine. comme ça, oui. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Pousser à la sublimation. C'est ce que vous disiez on n'est pas là avec la morale, avec des interdictions, donc vous mettez l'accent sur le fait que ça ne va pas dans cette voie-là, que ça c'est une illusion et peut-être même une construction de quelqu'un qui arrive en analyse pour contrer, pour mettre à l'écart la chambre à coucher ou autre chose. Oui. Hein? Et en même temps, quand je parle d'éthique des conséquences, il y a quand même, me semble-t-il, à faire valoir que quand la jouissance est mortifère, quand elle est pathologique, quand souffrir de son discours, pathos, logos, c'est ce qui fait souffrir un sujet, l'analyse peut être une aide contre cette pente mortifère. Sans morale et sans ascèse, mais voilà, et apporter une certaine limite et ouvrir à un autre versant. C'est très important de le souligner. Bon. Ouais. Et donc c'est plutôt du côté du soutien du désir que de la jouissance mortifère. Ouais. Oui, et de la pulsion de mort, évidemment. Et aujourd'hui encore plus, peut-être. On peut dire justement que ça rejoint la question de l'acte, parce qu'en psychanalyse, un acte, c'est un acte que l'on assume. C'est pour ça que c'est très important pour nous de saisir toutes les occurrences où il y a une émergence subjective. Et ça marque aussi une différence avec les autres actes. Oui, bien sûr. En effet. Bon, finalement, on est parti sur la logique du fantasme et on a parlé beaucoup de l'acte. Ça tombe bien, puisque le séminaire 15 vient de paraître et qu'on a hâte de le lire entre les distinctions, justement, entre l'action, l'acte, le faire. On voit bien que le séminaire 14, enfin toute l'élaboration sur la logique du fantasme, nous conduit à l'acte analytique. C'est ça. Bon. Eh bien, notre émission touche à sa fin. Je remercie chacun des invités. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine émission de Studio Lacan. Très bien.